Alors bonjour à tous, bienvenue sur la retransmission de cette assemblée générale d'Intrasens. Nous allons commencer d'ici 3 petites minutes. Nous allons entendre encore quelques personnes, que quelques personnes puissent se connecter avant de commencer. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à la retransmission en direct de l'Assemblée générale d'Intrasens. Je te propose, Nicolas, cher président, de commencer. Il est 18h02, nous pouvons commencer. Donc, bienvenue à tous pour notre Assemblée générale édition 2020, que nous démarrons dès à présent. Nous sommes ce soir trois personnes présentes avec vous, donc moi-même, Nicolas Michelon, en tant que président du conseil d'administration, Nicolas Raymond, notre directeur général et administrateur, et Rodolphe Cadio, notre directeur administratif et financier. En préambule à cette assemblée, avant de démarrer, c'est important pour nous de repréciser le contexte sanitaire lié au Covid-19. Donc, notre assemblée générale édition 2020 se déroule cette année à huis clos, c'est-à-dire qu'elle est hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant droit d'y assister. Évidemment, ceci conformément aux dispositions des ordonnances et des articles de mars et d'avril. Cette assemblée est rediffusée en direct et elle sera disponible sur notre site dans les jours prochains. Le vote est organisé cette année uniquement par correspondance et par procuration. Et compte tenu de ce contexte, nous avons mis en place un plan de communication appuyé. Et j'attire votre attention sur le webinaire de pré-assemblée générale qui a eu lieu début juin, le 3 juin, au cours de laquelle nous avons pu présenter la stratégie et échanger avec les participants. Ce webinaire est disponible sur le site, vous avez le lien qui s'affiche. Je vous invite à revisionner parce que ce soir, il ne sera pas possible d'avoir de questions et d'échanges avec vous. L'agenda ce soir démarre par la composition du bureau de cette assemblée, l'information sur les quorums réunis, puis la présentation de nos résultats financiers pour 2019 et de la stratégie 2020-2022. Notre bureau ce soir est composé
d'un président, donc moi-même, en tant que président du conseil d'administration de la société, d'un secrétaire, M. Loïc Vérinck, et de 2 scrutateurs qui sont ce soir M. Jérémy Perron et M. Rodolphe Cadio, conformément aux dispositions de l'article du décret de 2020-418 du 10 avril. L'information sur les quorums. Donc ce soir, les votes exprimés représentent 3,48% des 23 348 925 actions ayant le droit de vote. Donc, en tant que président, je constate que le quorum requis pour l'Assemblée générale ordinaire, les 20%, n'est pas réuni, de même que le quorum requis pour l'Assemblée générale extraordinaire, de 25%, n'est pas réuni non plus. En conséquence, l'Assemblée générale mixte ne peut pas valablement délibérer et une seconde convocation de l'Assemblée générale est fixée au 8 juillet 2020 à 10 heures. C'est toutefois important pour nous de vous présenter ce soir les résultats financiers pour 2019 et nos stratégies pour les années à venir. Et je passe le relais à Nicolas Raymond, notre directeur général. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cette introduction. Et alors en effet, malheureusement, aujourd'hui, ce soir, sur cette première convocation d'Assemblée générale, nous n'avons pas le quorum requis. Néanmoins, pensons qu'il est encore plus important dans ce cadre-là, effectivement, d'expliquer, de réexpliquer la stratégie d'intrasens. Donc, c'est ce que nous allons faire dans les instants à venir. Pourquoi ? Parce que cette stratégie, bien évidemment, elle est rendue possible parce que nous décidons ensemble en Assemblée générale. Vous verrez que la stratégie que l'on a sur 2020-2022 est une stratégie qui permet de continuer ce que nous avons bâti sur les années précédentes. Et pour cela, il est évident que nous aurons besoin de l'aide et du soutien de nos actionnaires, étant donné qu'il s'agit d'une stratégie, bien évidemment, pour nos clients, pour nos salariés et également pour nos actionnaires. Alors, avant de parler de stratégie et du futur, ou au moins de l'actualité et du futur, bien évidemment, il est important de regarder les résultats financiers 2019. On va vous les expliquer. Rodolphe Cadio, notre DAF, va vous les expliquer dans le détail et du coup, vous pourrez voir la logique de notre progression et pourquoi nous préparons ces prochaines étapes. Néanmoins, il est aussi important de prendre en compte et de mentionner un événement majeur qui a eu lieu suite à la clôture 2019, qui est l'événement lié à l'épidémie de Covid qui a fortement impacté notre région européenne et également la région asiatique et la région États-Unis avant que cela devienne une épidémie mondiale. Alors, plusieurs choses là-dessus. Nous avions déjà, lors de la présentation du 3 juin, le webinaire que Nicolas mentionnait, vous pouvez retrouver en ligne, expliqué dans le détail ce que nous avons fait dans le cadre du Covid, montrer les solutions que nous avons développées, etc. dans ce cadre-là. Donc, nous n'allons pas y revenir dans le détail. Néanmoins, je voudrais un petit peu rappeler quelques grands éléments. Ce Covid, bien évidemment, a eu un impact organisationnel et commercial sur notre premier semestre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons une forte activité en Chine, nous avons une forte activité en Europe, et il est évident que organisationnellement, d'un point de vue opérationnel, nos équipes ont été confinées, nos clients n'étaient pas disponibles. Donc, il est évident que cela a légèrement modifié la marche habituelle de notre société. Cela sera expliqué dans le détail lors de la publication de nos comptes semestriels le 13 juillet prochain. Néanmoins, en parallèle de ça, il est important de voir la manière dont on a rebondi sur cet événement tragique et ce que nous allons faire. En tant qu'industrie de santé, il était important de participer au combat contre cette épidémie de Covid. Et comme vous le savez, comme cela a été expliqué dans le webinaire du 3 juin, nous avons mis à disposition, nous avons développé en un temps record, certifié en un temps record et mis à disposition un protocole de lecture spécifique pour le scanner. Il y avait plusieurs objectifs à cela. Bien évidemment, le soutien à nos clients, aux professionnels de santé dans le cadre de cette épidémie.
Et il y avait évidemment également un objectif pour nous de visibilité et de construction d'un socle sur lequel nous pourrons bâtir dans le futur par rapport à cette opération. Nous avons eu un fort succès sur la visibilité, notamment, une très très forte visibilité de notre opération, un fort succès sur le nombre de demandes. Et ce que nous avons expliqué la dernière fois, le 3 juin, c'est que le 3e trimestre et le 4e trimestre seront les trimestres où nous allons travailler avec un plan marketing que nous avons mis en place depuis début juin, travailler à convertir cette opération gracieuse qui consistait à distribuer des licences temporaires gratuitement et qui prend fin juin. Donc de convertir cette opération en opération commerciale dans un objectif de aussi, bien évidemment, pouvoir compenser l'impact opérationnel et commercial que nous avons eu sur le premier semestre. Donc, cette opération marketing est en cours, en parallèle et liée à la visibilité qui est extrêmement importante dans notre domaine aussi par rapport aux professionnels de santé. Nous continuons à travailler sur les partenariats scientifiques. Nous donnerons de l'information au marché dès que nous pouvons le faire là-dessus. Et sur la marche à suivre, donc ça, opérationnellement, ça va être notre approche sur les mois à venir, la conversion d'un point de vue commercial de cette opération. Et sur l'impact sur le second semestre que pourrait avoir le Covid, pour l'instant, il n'est ni évaluable ni prédictible de notre côté. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas s'il y aura une deuxième vague, nous ne savons pas s'il y aura des consignes sanitaires plus strictes. Donc, à ce jour, nous n'avons pas de visibilité. Ça veut dire qu'a priori, pour l'instant, nous n'envisageons pas d'impact sur le deuxième semestre, mais en tout cas, nous n'avons pas de visibilité sur un potentiel impact organisationnel et commercial. Il me semble important de répéter ça, de l'expliquer. Ça a été un événement majeur qui nous a un petit peu bousculé sur cette première partie du semestre. Donc, cela paraissait important de l'avoir en tête. Alors ensuite, je voudrais parler de notre stratégie. C'est ça qui me paraît le plus important. Et bien évidemment, derrière, la partie financière qui sous-tend cette stratégie. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. J'ai un souci technique pour passer à la diapositive suivante. Ah, voilà. Alors, ça revient. Désolé. Petit souci technique. Donc, notre stratégie. Alors, la stratégie financière, elle est ici pour sous-tendre une stratégie industrielle. Cette diapositive, qu'on reverra tout à l'heure un petit peu dans le détail quand on parlera de la stratégie industrielle à venir, c'est une diapositive qu'on vous a déjà montrée sur les 2 dernières années, qui était notre feuille de route que nous avons dessinée avec le conseil d'administration en 2018, notamment quand il y a eu le changement de gouvernance et quand je suis arrivé à la direction générale d'Intrasens. Donc cette stratégie est constante, c'est une stratégie que nous avons définie en 2018 et que nous avons jusqu'à présent exécutée avec succès. La stratégie, la feuille de route pour 2018 était la restructuration, l'atteinte de l'équilibre opérationnel, EBITDA positif, ce que nous avons fait. En 2019, une stratégie de consolidation au global, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue industriel. Nous avons atteint un résultat net positif. Nous allons y revenir dans quelques instants. Et sur les années à venir, maintenant, ça va être une stratégie d'innovation et d'accélération. Et là-dessus, c'est vraiment une notion de, en 2018, en 2019, nous avons bâti quelque chose sur des fondations très fortes de la société, des fondations d'innovation, de compétences techniques, de compétences technologiques. Eh bien, sur 2020-2022, maintenant, nous allons bâtir le prochain étage de notre société, la prochaine étape de notre société. Et tout cela, encore une fois, on reviendra sur satisfaction client, sur l'innovation, est sous-tendu par une approche industrielle que Rodolphe va maintenant vous expliquer. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette Assemblée Générale annuelle 2020. Je vais vous présenter, et merci Nicolas pour cette introduction, je vais vous présenter les comptes et les états financiers de la société Intrasens SA, selon les normes comptables françaises. Il est à noter que ces comptes, de ce fait, comprennent nos exportations
avec notre filiale chinoise. Je vais vous présenter ces comptes sous forme de 5 items. Je vais vous expliquer notre croissance de notre activité, c'est-à-dire la croissance de chiffre d'affaires, comment cette croissance a pu être sous-tendue avec de la récurrence des revenus auprès de nos partenaires, et après, quel est l'impact sur la rentabilité au niveau de l'excédent brut d'exploitation, du résultat d'exploitation et du résultat net comptable. Et de ce fait, la génération, la création de trésorerie et, in fine, l'impact sur l'évolution de notre cours de bourse, notion de création de valeur. Il est important de vous expliquer comment a été générée la croissance de notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires a cru de 11%, de plus de 324 000 euros. Il atteint au 31/12/2019 3 387 000 contre 3 063 000 en 2018. Cette croissance de chiffre d'affaires au niveau géographique a été renforcée en Europe et en France, notamment en Europe et en France parce qu'il est à noter que 48% de notre base installée à fin 2019 est en France et en Europe. C'est vraiment cette zone géographique qui a porté notre croissance. À noter également que l'Asie représente un tiers de notre activité. Concernant cette zone-là, il a été fait un travail très important par les équipes de R&D de façon à assister, à aider nos partenaires, Ninfan et Ganda, pour la génération d'une croissance future autour d'une recherche et développement du module cardiaque. Cela permet à ces partenaires de répondre à un besoin, à une demande de leurs clients dans cette zone géographique, ici la Chine. Donc il est très important de comprendre que notre activité a été portée et soutenue par le renforcement en Europe et en France. L'importance d'une croissance de chiffre d'affaires doit être soutenue. Et depuis 2018, et la stratégie mise en place par Nicolas et le conseil d'administration, c'était d'avoir une croissance avec des partenaires, des partenariats, de façon à avoir une récurrence du chiffre d'affaires, de façon à avoir une base solide pour permettre la croissance des futurs exercices. La croissance, effectivement, a été soutenue par la récurrence auprès de nos partenaires. Nous pouvons voir ici que le chiffre d'affaires a été aidé et soutenu par la partie de vente de licences, qui représente 45% de notre croissance de chiffre d'affaires, et aussi par la maintenance, qui est finalement la récurrence des licences, pour 25%. Au-delà de ces chiffres, il est vraiment très important de comprendre que notre top 10 clients représente désormais plus de 50% de nos commandes et que 75% de nos clients sont des business partners. De plus, dans le top 10 clients, 50% du chiffre d'affaires est généré par ce dernier et que la quasi-totalité de ce top 10 clients correspond à des clients B2B, donc des partenaires. La consolidation de ce fait de la croissance est forte et stable et très importante. Après la croissance, il est important d'évoquer les chiffres au niveau de la rentabilité. À ce niveau-là, je vais évoquer dans le slide futur la notion d'excédent brut d'exploitation pour démontrer. Alors, je pense que, pardon, je prie une excuse, j'ai pas un petit souci technique pour passer. C'est bon. Donc, ici, je vais vous expliquer que la croissance doit être portée doit apporter de la rentabilité. Ce qui était demandé dans la feuille de route.
depuis 2018. Je vous rappelle, 2018, nous avons atteint un EBITDA stable à moins 30, un EBE à moins 39 KE. Ce dernier, en 31/12/2019, est de plus de 145 000 euros. Ça fait une croissance de 284 000 euros de notre excédent brut d'exploitation. Cet excédent brut d'exploitation, cette croissance de cet excédent brut d'exploitation est portée par deux principaux contributeurs. Le contributeur de l'activité, je vous l'expliquais précédemment, 324 000 euros de cette croissance de BE est générée par notre chiffre d'affaires. Il est également généré par un autre contributeur qui est notre politique de recherche et développement, ici notre production immobilisée, c'est-à-dire nos développements dans des modules, exemple cardiaque, nous permet de croître de 95% au niveau de l'EBE. À cela, il faut comprendre qu'il y a des investissements. Et nous avons effectivement eu une politique d'embauche au niveau de la R&D de facto et aussi du service produit pour 103 000 euros. Nous avons embauché de nouveaux collaborateurs pour porter la croissance. Ainsi, notre BE au 31/12/2019 atteint 245 000 euros. La rentabilité a impacté, et je vais vous démontrer dans ce slide-là et dans le slide futur, notre résultat d'exploitation. Notre résultat d'exploitation est devenu positif. Il atteint 983 000 euros au 31/12/2019 contre une perte d'exploitation en 2018 de 1 275 000 euros. Comme précédemment, cette croissance très importante de près de 2,3 millions d'euros de notre résultat d'exploitation est porté par l'activité, par l'EBE. Il est porté également par une meilleure estimation de durée d'exploitation de notre production immobilisée, de notre R&D, en corrélation avec notre industrie. Nous sommes passés de 3 ans à 5 ans pour notre politique d'amortissement de nos développements. Il est également porté par un reclassement validé par nos commissaires aux comptes de toutes nos dettes et créances auprès de nos filiales. Vous verrez précédemment que ce reclassement a eu un impact parallèle négatif au niveau du résultat net comptable. C'est une amélioration majeure de notre résultat d'exploitation. Le résultat net est positif. Il est positif de 67 000 euros contre une perte en 2018 de 1,5 million. Il est de facto impacté par la croissance du résultat d'exploitation, comme précédemment expliqué, pour 2,2 millions d'euros. Il est impacté aussi par le reclassement de nos filiales, nos dettes et créances auprès de nos filiales, avec les flux 2019 pour 969 000 euros. Et aussi parce qu'il n'y a pas eu d'impact cette année des coûts de restructuration présents dans nos comptes au 31/12/2019 pour près de 600 000 euros. Donc, nous avons un résultat d'exploitation de plus 67 000 euros. Sur ce résultat net comptable, il est important de comprendre qu'il y a aussi les honoraires de fin anticipés du contrat d'OCA auprès d'ABO pour environ 132 000 euros, ce qui ferait un résultat net comptable plus important si nous n'avions pas mis fin à ce contrat. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que oui, on a mis fin à ce contrat parce que nous avons une visibilité de cash à plus de 2 ans. Un petit rappel quand même sur la composition du cash et comment notre trésorerie s'est améliorée. Nous avons une trésorerie d'activité générée par notre activité à hauteur de 720 000 euros, permettant de financer notre recherche et développement. Et le plus important ici, c'est que nous avons mis fin en anticipé au contrat
d'Oka auprès d'ABO, parce que nous avons cette visibilité de trésorerie à plus de 2 ans. Et parce que en 2018, il a été injecté en augmentation de capital pour financer cette restructuration, pour apporter et générer cette consolidation en 2019 de nos résultats, 2,4 millions d'euros des contrats à Brightnor et ABO. Versus, en 2019, 490 000 euros d'augmentation de capital, principalement composés par les honoraires, par la fin du contrat anticipé auprès d'ABO. Nous atteignons donc une stabilité et une autonomie financière au niveau de notre trésorerie. Et notre trésorerie au 31/12/2019 est de 581 000 euros. J'ai parlé de l'activité, de la rentabilité, des agrégats, de tous nos agrégats qui sont au vert, qui sont positifs, et de notre amélioration de trésorerie. Tout cela a un impact sur notre création de valeur. Ainsi, il est quand même à noter que notre cours est en corrélation, la croissance de notre cours est en corrélation avec les résultats de notre société. Ainsi, nous avons augmenté notre titre, la valeur du titre, la valeur du cours, de plus de 136 euros depuis 1 an et de plus 143% depuis 3 mois. Cela permet de valider notre stratégie, la stratégie de votre société, et de facto, cela permet de conclure que nous avons une création de valeur pour nos actionnaires par les bons résultats, par tous nos agrégats qui sont au vert, l'activité, la rentabilité, la génération de cash. Donc voilà, j'ai souhaité vous expliquer plus en détail la composition de notre résultat et nos résultats financiers 2019. En conclusion, oui, là, nous avons résilié notre contrat d'Oka parce que nous avons une visibilité de cash à plus de 2 ans. Nous avons consolidé tous nos agrégats financiers qui sont une base pour la croissance future. Et cela a permis notamment de créer de la valeur auprès de la valeur de notre titre. Je vais passer maintenant la main à Nicolas qui va vous expliquer la stratégie 2020-2022. Alors, merci beaucoup, Rodolphe, pour ces explications. Je pense qu'effectivement, ça donne une bonne visibilité sur ce que nous avons construit sur ces dernières années, là où nous en sommes. Et il est important maintenant de regarder également où est-ce que nous allons. Un élément important, c'est, et je tiens à ce titre, c'est une stratégie réaliste. Et derrière une stratégie réaliste, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Nous avons cette feuille de route que je vous ai déjà présentée à plusieurs reprises: restructuration, consolidation, innovation, accélération. Nous avons fait les premières étapes et nous devons maintenant ensemble de bâtir cette prochaine étape qui est l'innovation et l'accélération en se basant sur ces fondations qui sont fortes de la société. Alors, si on regarde un petit peu, donc 2018 était l'année de restructuration, beaucoup de changements, une atteinte de l'équilibre opérationnel. 2019, nous avons été à travers les éléments financiers de consolidation, de récurrence des revenus. La satisfaction client, eh bien, elle s'illustre tout simplement, par exemple, par l'augmentation de nos revenus sur les contrats de maintenance, ce qui démontre une satisfaction de nos clients. Elle se démontre également, elle se justifie par l'augmentation de la part de nos grands clients du B2B, qui aujourd'hui, le top 10 de nos clients représente 50% de nos revenus. Donc, on démontre que l'on va dans le bon sens d'un point de vue satisfaction client. L'innovation clinique est également au rendez-vous. Nous avons mis en place plusieurs nouvelles solutions que nous avons développées d'un point de vue R&D, mis sur le marché. Par exemple, la mammographie qui nous permet d'accéder à un marché encore plus large que nous avons mis sur le marché en 2019. Et maintenant, 2020-2022, il va falloir effectivement accélérer cette innovation clinique. Je vous rappelle, la clinique est un de nos piliers forts,
aller vers effectivement de nouveaux services et business models et continuer à travailler, c'est absolument clé, on l'a vu lors du Covid et ça sera clé sur la période à venir, sur la visibilité et le marketing. Et tout cela ne sera possible, donc dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé, tout cela ne sera possible que également avec des investissements ciblés. Donc des investissements ciblés qui ont du sens avec un retour sur investissement rapide. Alors, concrètement, comment est-ce que l'on souhaite mettre ça en place? Ça va s'articuler également autour de 5 piliers. Ces piliers, ça va être la croissance du chiffre. La croissance du chiffre, elle doit continuer à se faire. Elle doit continuer à se faire sur notamment nos zones clés. On va y revenir, la Chine et l'Europe. Ça doit être l'innovation. L'innovation, c'est le cloud, c'est l'intelligence artificielle. Nous avons une stratégie là-dessus. Dans la continuité de ce que nous avons déjà fait, nous allons poursuivre là-dessus. Et bien évidemment, les partenariats. Nous sommes une PME, nous sommes une petite société. Nous avons besoin, d'un point de vue commercial, d'un point de vue innovation technologique, de nous adosser à d'autres partenaires qui nous apportent des éléments indispensables pour continuer nos développements. Nous allons continuer là-dessus. Et puis, dernier thème, mais qui va avec tout ça, visibilité et communication. C'est un thème important. On se doit d'être plus visible sur la période à venir pour pouvoir transformer cet essai. Alors tout d'abord, croissance de nos ventes sur nos marchés clés que sont la Chine et l'Europe. Comment allons-nous réaliser cela? Alors d'abord, notre marché. Le marché de l'informatique de santé et, si on va un petit peu plus loin dans le détail, de la visualisation médicale, c'est un très gros marché. Donc, si on prend l'informatique de santé appliquée à l'imagerie médicale au global, c'est un marché de 9 milliards d'euros. Alors, ça comprend plein de choses là-dedans. Ça comprend les infrastructures, ça comprend le matériel, ça comprend les logiciels de gestion patient, etc. Ensuite, si on prend la part qui correspond à la visualisation médicale et l'analyse d'images médicales, donc notre métier. Ça, c'est un marché d'environ 500 millions d'euros. Donc, 500 millions d'euros, c'est notre marché adressable, on va dire notre segment de marché. Ce marché, il repose sur 3 très grosses géographies assez différentes. Les USA, l'Europe et l'Asie. Et alors, sur l'Asie, je prendrai un raccourci, même si l'Asie est multiple. Je parlerai principalement de la Chine, qui est là où nous sommes surtout actifs. Alors, le marché aux USA, c'est un énorme marché. C'est 50% du marché mondial. C'est un marché qui est plutôt mûr, qui est un marché aussi d'innovation, qui va assez vite. C'est un marché qui est difficile à pénétrer quand on n'est pas américain. C'est un marché qui est énorme, qui est national au niveau des États-Unis et qui est tenu par aussi des grosses sociétés américaines. Donc, qui est relativement difficile à pénétrer. Le marché européen, alors on dit un marché, mais en fait, c'est plusieurs marchés. C'est un marché multiple. C'est-à-dire que l'Allemagne est un marché, la France est un marché, l'Espagne est un marché. Nous avons autant de marchés que de pays. C'est un marché où dans chaque pays, il y aura des acteurs nationaux et des acteurs internationaux qui vont se positionner. C'est un marché qui, d'un point de vue maturité, est aussi extrêmement mature, comme les États-Unis, avec peut-être un tout petit peu moins d'avance sur certains sujets, mais globalement, une structure compétitive différente des États-Unis, mais à un niveau de maturité assez semblable. L'Asie, alors l'Asie effectivement est multiple, le Japon est extrêmement différent de la Chine, mais néanmoins parlons de la Chine qui est là où nous avons une filiale, là où nous faisons une bonne partie de notre chiffre, un marché qui est en train de se structurer, qui bouge très très vite, qui est en très forte croissance, sur lequel il faut être très réactif et avoir les bons partenaires, c'est ça qui est absolument clé. Donc ensuite, une fois qu'on a compris ce marché, comment est-ce qu'aujourd'hui Intrasense se positionne dans ce marché et puis surtout comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à grandir. Aujourd'hui, Intrasense, sur les années précédentes, sur les USA, on était aux alentours on oscillait entre 5 et 12% de notre chiffre d'affaires via notre filiale que nous avons aux USA. Sur l'Europe, en moyenne, entre 35 et 50% de notre chiffre d'affaires. Nous avons fait en 2019 47% de notre chiffre d'affaires en Europe. Et la Chine, où c'est notre plus gros contributeur au niveau de l'Asie au global, la Chine représente, suivant les années, entre 30 et 45% de notre chiffre d'affaires, à peu près 30 à un peu plus de 30% en 2019. Donc on voit qu'on a des atouts avec un positionnement qui est déjà fort, des équipes en Europe, des équipes en Chine,
une petite partie de chiffre d'affaires en Europe. Donc, comment allons-nous continuer à le développer? Ce développement, il va se faire, alors le but, c'est une croissance organique, c'est-à-dire par nos propres ressources et en embauchant des nouvelles ressources. Donc, sur les États-Unis, c'est un marché qui effectivement est compliqué à pénétrer, sur lequel nous avons réussi à avoir des premiers partenaires. Il serait illusoire de vouloir investir énormément aux États-Unis parce qu'en fait, la marge serait énorme pour pouvoir aller nous-mêmes en direct aux États-Unis. Donc, nous allons sur les États-Unis continuer à nous appuyer sur les acteurs locaux. Notre empreinte locale à Intrasens est relativement faible aux États-Unis. Donc, nous allons continuer à nous appuyer sur nos partenaires. Nous avons signé des partenariats avec Apollo. Nous travaillons avec d'autres sociétés là-bas pour maintenir notre chiffre là-bas et continuer à pouvoir évaluer ce marché et évaluer les bons moyens pour pouvoir derrière pouvoir grandir de manière plus significative si nous en avons l'opportunité dans le futur. Sur l'Europe, nous avons une très bonne base. Il faut continuer à grossir sur cette base. Sur l'Europe, nous n'avons pas assez de ressources internes aujourd'hui pour être capable de vraiment adresser toute la demande. Donc là-dessus, vous avez pu le voir, certains d'entre vous l'ont vu, nous avons publié des postes, des ouvertures de postes, déjà 2 ouvertures de postes pour renforcer notre équipe terrain au niveau de l'Europe, donc un poste de vendeur, un poste d'ingénieur d'application. Donc nous allons croître en rajoutant des ressources et nous allons croître en continuant aussi à développer nos partenariats commerciaux avec les sociétés industrielles européennes de notre domaine. La Chine, un petit peu différemment, nous continuons à rajouter également des ressources et surtout, nous nous basons sur nos très gros partenaires industriels. Minfang, Gangda, par exemple, nos 3 gros partenaires industriels en Chine réalisent à peu près la moitié de notre chiffre en Chine. Donc, on s'appuie sur eux et on va les soutenir. C'est ce que nous avons fait, ce qu'a expliqué Rodolphe tout à l'heure sur nos développements de R&D. Nous les soutenons en faisant des développements de R&D qui ont complètement du sens pour le marché chinois afin d'avoir une croissance à travers leur propre croissance. Donc, nous allons continuer à investir sur eux et nous allons continuer aussi à diversifier notre portfolio de clients là-bas en ayant des nouveaux partenaires et en continuant aussi l'approche à travers nos ressources sur le terrain. Alors ça, c'est pour la croissance, je dirais, sur nos marchés clés. Alors cette croissance, derrière, elle doit, pour pouvoir continuer, on doit amener sur le marché des innovations. Alors, la première chose, c'est on a une plateforme, ce qu'on appelle multimodalité, une plateforme qui permet de faire, on va dire, 90-95% du travail quotidien du radiologue. Lire tout type d'images, apporter une vraie valeur clinique très très forte. Et cette plateforme, aujourd'hui, on est capable de l'installer très facilement à l'hôpital. C'est une de nos forces, c'est que sur un serveur à l'hôpital, sur un ordinateur à l'hôpital, on peut facilement installer notre solution clinique. On souhaite aller une étape plus loin là-dedans. C'est-à-dire qu'on souhaite combiner le meilleur d'une solution agile que l'on est capable de déployer à l'hôpital de manière très très simple, qui a des forts avantages comme la réactivité, comme l'efficacité, comme la disponibilité, etc. Donc tout ça, et également combiner cela avec des applications d'intelligence artificielle qui, elles, nécessitent ce que l'on appelle dans notre jargon beaucoup de ressources. Alors par beaucoup de ressources, c'est-à-dire des serveurs très gros, très consommateurs en énergie, très consommateurs en ressources, en bande passante, etc. Et ces serveurs-là ne peuvent être localisés que dans des data centers. Et donc, ce que nous sommes en train de mettre en place, qui est extrêmement innovant, c'est une solution qui combine le meilleur du déploiement sur site à travers nos applications cliniques connectées à ce que l'on appelle un hub d'intelligence artificielle qui est dans un cloud, qui permet de faire tourner des algorithmes très puissants et qui demandent plus de puissance de calcul, des serveurs, etc. Et ça va dans le sens de construire sur notre plateforme, co-développer des nouvelles applications et d'inclure des algorithmes d'intelligence artificielle qui enrichissent nos applications cliniques. L'objectif étant tout le temps d'apporter de la valeur ajoutée clinique à ce que l'on fait. C'est pas faire de la technologie pour la technologie, c'est pas de l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle pour la valeur clinique. Et avec ce genre de setup, nous combinons vraiment le meilleur des deux mondes avec une offre innovante. Et nous sommes en train de travailler au déploiement, au développement de cette solution qui devrait être prêt cette année en 2020.
Ensuite, donc là, on voit effectivement l'approche intégration. Cette approche intégration, je rappelle qu'on se base sur 3 piliers au niveau de notre plateforme: l'intégration, l'innovation et puis l'expertise clinique. Bien évidemment, encore une fois, notre valeur, c'est l'expertise clinique. Je l'ai expliqué, nous avons une plateforme qui permet de répondre aux besoins quotidiens du radiologue, mais pas que sur le tout venant, sur aussi des choses très très avancées cliniquement. Donc une solution relativement horizontale qui permet de répondre à tous les besoins. Nous souhaitons, et ce que nous avons montré avant avec la plateforme cloud d'intelligence artificielle, nous souhaiterions pouvoir monter d'un niveau en intégrant nativement dans notre solution et en ayant en propriétaire Intrasense des briques d'intelligence artificielle qui permettent d'enrichir certaines de nos solutions cliniques et d'améliorer effectivement par rapport à cette approche horizontale le flux d'utilisation de nos solutions, qui permettent d'automatiser et d'optimiser tout un ensemble de décisions cliniques. Donc c'est l'approche ici avec une volonté d'acquisition de technologies dans l'intelligence artificielle qui est la couche juste au-dessus de notre plateforme actuelle, qui sera parfaitement compatible avec cette approche cloud que je viens de vous décrire et qui complétera notre portfolio d'une façon extrêmement logique et extrêmement innovante. Néanmoins, bien évidemment, notre approche, c'est d'avoir une solution la plus globale possible. Cette approche-là n'est pas incompatible du tout avec des partenariats très spécifiques et très poussés sur de l'innovation, sur des verticales très précises. Intrasense se veut être un généraliste spécialiste, entre guillemets, si je peux mettre ces deux mots en même temps, généraliste et spécialiste de l'imagerie. Derrière, bien évidemment, en tant que PME, nous ne pouvons pas répondre à l'ensemble des besoins ultra précis de tous les services sur des spécialités cliniques très, très définies. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons continuer à monter des partenariats avec des laboratoires de recherche, avec des startups innovantes, avec notre offre Myriad Studio pour intégrer des modules cliniques et des algorithmes à forte valeur ajoutée. Je pense par exemple à notre partenaire Quantib, qui lui est sur les maladies neurodégénératives, quelque chose de très précis, qui a fait de la recherche très précisément là-dessus pour sortir ses algorithmes. C'est typiquement quelque chose où nous, Intrasense, nous n'irons pas. Quantib a sorti des solutions d'intelligence artificielle là-dessus. Ça permet d'adresser des CHU de très haut niveau spécialisés. Eh bien, nous continuerons, c'est un exemple assez typique, nous continuerons à chercher des partenaires sur toutes ces verticales qui enrichissent notre portfolio. De l'autre côté, eh bien, nous nous retrouvons avec une plateforme à très forte valeur ajoutée clinique, une forte connaissance sur ces métiers-là, et nous avons toute notre place en tant que partenaire d'acteurs industriels plus importants des systèmes d'information hospitaliers. Et c'est effectivement l'autre point sur lequel nous avons bien travaillé, c'est le point d'intégration de notre plateforme dans des solutions tierces. Et ça, là-dessus, nous allons continuer à chercher des partenaires, comme nous l'avons fait avec Evolucare, comme nous l'avons fait avec d'autres acteurs, comme nous l'avons fait en Chine avec Gangdam Infant, où eux-mêmes vont nous permettre d'adresser le marché de manière plus efficace et d'avoir un meilleur accès marché. Donc ici, on a vraiment un cercle vertueux entre notre plateforme qui répond à un grand nombre de besoins, qui est extrêmement précise et extrêmement efficace d'un point de vue clinique, qu'on enrichit avec des applications très avancé et derrière avec un accès marché facilité par nos partenaires. Alors tout ça, toute cette stratégie industrielle, il est important de la soutenir par une bonne communication et une bonne attractivité de notre société. Alors bien sûr, il y a la communication, je dirais, investisseur avec nos actionnaires comme avec vous. Ça, on s'est engagé en début d'année à continuer nos efforts là-dessus, à en faire plus. Nous avons déjà fait le 3e webinaire que nous faisons cette année. Nous allons continuer à le faire. Nous souhaitons vous impliquer dans la société, mieux expliquer les choses. Puis au-delà de ça, il y a aussi les clients. Nous devons nous rendre extrêmement visibles auprès des clients. Et je pense que l'élément clé qui démontre l'importance de cela, c'est ce qui s'est passé au niveau du Covid.
Au niveau du Covid, nous avons une très forte campagne de communication dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur ce que nous avons mis à disposition. Alors, un contexte très particulier, bien évidemment, mais résultat de cela, nous avons eu 700 demandes de téléchargement de notre application en quelques semaines. Pour information, notre base installée mondiale, c'est de l'ordre de 900 à 1000 solutions installées. Donc 700 demandes en quelques semaines par rapport à une base installée que nous avons construite à travers les années d'environ 900 à 1000 solutions, c'est plus de la moitié de notre base installée. Donc comme quoi, ici, il y a véritablement un effort supplémentaire à faire là-dessus. Donc nous allons renforcer notre équipe, nous allons faire des investissements bien ciblés pour obtenir de la visibilité. Et également, c'est un point clé, travailler avec des leaders d'opinion. Nous avons acquis de la visibilité sur ces dernières années là-dessus. Nous travaillons déjà en partenariat avec un certain nombre de grands centres. Eh bien, nous devons les utiliser, entre guillemets, à bon escient pour obtenir de la visibilité et effectivement avoir des référents cliniques en Europe et partout à travers le monde. Donc, c'est très important et nous devrons continuer à investir sur ce domaine-là. C'est absolument clé. Donc, si on résume, on a ces piliers qui, encore une fois, sont pour cette croissance 2020-2022, sont faits de croissance de chiffre d'affaires, bien évidemment. Nos marchés chinois, européens, on doit continuer à croître là-dessus sur le même rythme, voire un rythme plus important que les années d'avant. On doit mettre des ressources pour pouvoir croître. On doit continuer à apporter de l'innovation, le cloud, l'intelligence artificielle, des réflexions autour d'acquisition là-dedans, avec des partenariats et une très bonne visibilité, une très bonne communication. Tout ça, cette stratégie, on a tous les éléments pour la mettre en place et derrière, elle ne se fera pas sans vous, actionnaires. C'est-à-dire que pour la mettre en place, il y a des éléments clés il y a des éléments qui sont indispensables. Ces éléments, c'est, premièrement, nous estimons, aujourd'hui, nous avons un conseil d'administration de 4 personnes avec des profils compétents et complémentaires. Nous estimons pour nous accompagner dans cette prochaine étape de la société que nous devons le renforcer, ce conseil d'administration. Nous devons y apporter un regard extérieur, nous devons apporter de nouvelles compétences qui va justement nous aider dans la construction de cette prochaine étape de la société. Derrière, bien évidemment, ça nécessitera un financement pour cette croissance. Alors, ce financement doit être judicieux, doit être réfléchi, avec un retour sur investissement rapide ou le plus rapide possible, mais nous devrons la financer, que ce soit de l'acquisition, que ce soit de la croissance organique. Rodolphe a bien détaillé notre visibilité en trésorerie. Nous avons aujourd'hui de la visibilité en trésorerie. Nous avons largement amélioré notre situation financière. Néanmoins, cet équilibre de trésorerie, cet équilibre financier ne nous permet pas de faire de larges investissements. Donc, nous devrons financer cette croissance et ce financement de la croissance nous aidera aussi sur un point clé qui, je pense, sera important pour vous, actionnaires, c'est la restructuration du capital. Aujourd'hui, nous avons une forte part du capital qui est au flottant, qui est composé de petits actionnaires, ce qui est des gens qui sont importants pour nous à nos yeux, mais il est important aussi de vous donner de la stabilité. On a vu que le cours était capable de fluctuer de manière très, très importante. Donc, nous souhaiterions, à travers le financement de cette croissance, aussi restructurer ce capital, obtenir quelques actionnaires de référence qui pourraient aussi nous aider dans la gouvernance, dans le renforcement de cette gouvernance et nous donner une stabilité pour stabiliser ce cours et lui permettre de continuer à monter au fur et à mesure sur la période à venir. Donc voilà, cette nouvelle étape de la société, on reviendra vers vous de toute façon dans les mois à venir parce que nous avons besoin de vous. Cette assemblée générale, cette première convocation, nous n'avons pas le quorum, c'est aussi un moment important pour vous expliquer ça. Il y aura une deuxième convocation, donc comme l'indiquait Nicolas Michon, le 8 juillet à 10h. Mais il est important d'avoir ça en tête. Ce que l'on vous propose à l'assemblée générale, c'est lié à cette stratégie, c'est lié à ce que l'on peut faire. Et on a besoin de vous, on compte sur vous pour nous accompagner sur cette croissance, sur cette feuille de route. On est prêt bien évidemment à discuter avec vous. Nos prochaines étapes, eh bien, elles sont évidentes. La première étape, ce sera le 8 juillet à 10h où nous aurons la seconde convocation de notre assemblée générale. Ensuite, nous aurons le 13 juillet 2020 la publication de nos résultats semestriels 2020. L'équipe continuera à travailler sur cette feuille de route, sur cette stratégie courant du second semestre, bien évidemment. Nous reviendrons vers vous si cela est nécessaire courant du second semestre.
Et nous publierons nos résultats annuels 2020 le 11 février 2021, donc aussi véritablement avec un objectif de transparence, de rapidité par rapport au marché, pour aussi valoriser notre société. Donc voilà l'approche que nous vous proposons et le calendrier au moins financier que nous vous proposons sur les mois à venir. J'espère que cela vous éclaire un peu. Alors, nous n'avons pas le quorum, néanmoins ça donne aussi l'occasion de réexpliquer tout cela. Et bien évidemment, derrière, vous avez nos contacts et vous connaissez l'adresse investisseur pour nous poser des questions si vous en avez besoin. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre temps parce que c'est aussi, de notre côté, nous prenons du temps pour préparer ces rendez-vous et nous sommes heureux de voir qu'il y a des gens qui viennent. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Et donc, rendez-vous très prochainement. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Il faut que tu te démutes, je pense. En tant que président du CA et représentant des actionnaires, je te remercie beaucoup et Rodolphe aussi pour toutes ces informations qui permettent de mieux se projeter sur l'avenir d'Intrasense, avec une belle stratégie à développer. Et puis, vis-à-vis de nos actionnaires, je vous remercie beaucoup d'être présents ce soir malgré le contexte social. Je vous rappelle la seconde convocation pour notre AG qui aura donc lieu le 8 juillet à 10 h. Et en attendant, vous pouvez revoir les différents webinaires auxquels Nicolas a fait référence, l'enregistrement de cette AG qui sera disponible dans les jours prochains sur notre site. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.